Je m'appelle Michael Wilson. J'ai 32 ans, et ma propre famille a planifié des vacances de luxe sur un yacht dans mon dos, en utilisant mon argent, après m'avoir dit qu'ils étaient trop fauchés pour même faire du camping. Avant de vous raconter le moment où mon père a réalisé qu'il devrait répondre de chaque centime, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours bon de savoir qui est à l'écoute. Tout a commencé, comme souvent, lors d'un dîner du dimanche. La maison de mes parents dans le Michigan avait toujours cette même odeur le dimanche, rôti de bœuf, purée de pommes de terre et une sauce épaisse d'histoire familiale non dite. C'était une odeur réconfortante, que j'associais à la sécurité depuis toujours. Je faisais les 3 heures de route depuis Chicago presque tous les mois, à la recherche de cette sensation, de ce sentiment d'appartenance. Les vacances étaient le summum de cela, la semaine par an où nous étions tous simplement les Wilson ensemble. C'était une tradition que je considérais comme sacrée, peut-être plus que quiconque, comme j'allais bientôt l'apprendre. Ce dimanche en particulier était comme tous les autres. Mon frère aîné, Thomas, était là avec sa femme, Vanessa. Leurs 2 enfants, ma nièce et mon neveu, se poursuivaient dans le salon, leurs cris de rire une bande sonore familière. Ma sœur cadette, Olivia, et son mari, Nathan, étaient blottis dans un coin, faisant défiler les îlots sur leur téléphone, rêvant de maisons plus grandes. Et mon plus jeune frère, Andrew, était avachi sur le fauteuil, les pouces volant sur l'écran de son téléphone, participant à moitié à sa propre vie. C'était un portrait de la vie familiale moderne, normale, ou du moins c'est ce que je me disais. Je venais de conclure un énorme contrat à la firme financière où je travaille. J'étais fier, et je voulais qu'ils soient fiers de moi. J'ai partagé la nouvelle pendant une accalmie dans le chaos. La réaction fut une vague prévisible de félicitations polies. C'est super, mon fils, de mon père. Waouh, Mikey, tu assures, de Thomas. Mais leurs yeux se sont voilés rapidement. Ma réussite était un concept abstrait pour eux, une langue différente d'un monde différent. Mon père, Robert, un professeur d'histoire retraité qui valorisait les choses tangibles, s'éclaircit la gorge. C'était son geste signature, le coup de marteau sonore qui appelait le tribunal familial assiégé. La pièce se calma instantanément. Il avait cette expression sur son visage, à la fois lasse et prétentieuse. Une proclamation officielle était imminente. Votre mère et moi avons fait les comptes, commença-t-il, sa voix portant le poids d'un discours national. Et avec le prix de tout de nos jours, eh bien, les choses sont serrées, vraiment serrées cette année. Nous ne pensons pas pouvoir gérer les vacances familiales. L'air s'est échappé de la pièce. Les vacances étaient notre fondation. Même lorsque nous étions enfants et que l'argent était une préoccupation constante, nous avions toujours réussi à organiser quelque chose, une semaine dans une tente dans un parc d'État, une chambre de motel exiguë près du lac Michigan. C'était la seule chose non négociable. Je n'ai pas hésité. C'était un problème que je pouvais résoudre. C'était mon rôle dans la famille maintenant, le résolveur de problèmes financiers. Papa, ce n'est pas un problème du tout, ai-je dit rapidement, peut-être un peu trop avidement. J'ai eu un excellent trimestre. Je peux couvrir tout le monde. Sérieusement, ce n'est pas un problème. Le rejet fut si rapide et vif qu'il ressembla à une gifle physique. Non, dit-il, les yeux pétillants de quelque chose que j'ai pris à tort pour de la fierté. Ce n'est pas le but, Michael. Il s'agit de responsabilité. Ta mère et moi devons apprendre à être plus responsables. Nous ne pouvons pas te laisser nous renflouer tout le temps. Ce n'est pas juste. J'ai regardé autour de la table pour obtenir du soutien, mais je n'en ai trouvé aucun. Un cœur de papa a raison, et nous comprenons, et c'est logique, a résonné dans la pièce. C'était étrangement rapide. Tout autre changement à un plan familial, même une réservation de dîner, déclencherait une heure de débat. Une annulation de toutes les vacances annuelles a été acceptée en moins de 30 secondes. C'était comme s'ils avaient répété. Alors que le dîner touchait à sa fin et que je rassemblais mes affaires pour le long trajet de retour vers la ville, je suis passé devant la cuisine. Ma mère, Patricia, et ma sœur, Olivia, étaient blotties ensemble, la tête baissée, leur voix un murmure bas. Je n'essayais pas d'espionner, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre quelques mots distincts et discordants. Juste quelques pièces clés de vêtements de villégiature, disait Olivia, juste au cas où quelque chose arriverait. Je sais, ma chérie, mais nous devons être si prudents, lui répondit ma mère à voix basse. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand elle me vit debout là.
Un sourire éclatant et fragile se plaqua instantanément sur son visage. Oh, Michael! On parlait juste de toutes les soldes en cours. Tu connais ta sœur, toujours à la recherche d'une bonne affaire. J'ai hoché la tête, mon propre sourire se sentant raide et artificiel sur mon visage. Ouais, c'est une acheteuse intelligente. Mais alors que je sortais vers ma voiture et que je démarrais le moteur, les mots résonnaient dans ma tête, vêtements de villégiature, au cas où quelque chose arriverait. Vous n'achetez pas de vêtements de villégiature quand vous êtes trop fauché pour des vacances. Vous n'en chuchotez pas dans la cuisine comme un secret. Un petit neuf froid de malaise a commencé à se former dans le creux de mon estomac. C'était une petite chose, presque imperceptible, mais c'était là, et j'avais le sentiment nauséabond que ça n'allait faire que grossir. Le trajet de 3 heures de retour vers Chicago ce soir-là était différent. La portion familière de LI 94 semblait plus longue, plus sombre. Habituellement, j'écoutais un podcast ou de la musique, laissant mon esprit se détendre de la gaieté forcée d'une réunion de famille. Mais cette fois, j'ai conduit en silence, le ronronnement silencieux du moteur en toile de fond des pensées bruyantes et conflictuelles dans ma tête, vêtements de villégiature. Quelque chose arrive. Nous devons être si prudents. C'était un puzzle qui ne collait pas. Le discours de mon père sur la responsabilité fiscale passait en boucle, sonnant de plus en plus comme un script répété à chaque fois. Le raccord rapide. L'explication troublée de ma mère semblait fragile, comme un décor de scène mal construit. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. J'étais l'analyste financier, le gars qui voit le risque et la tromperie dans les fluctuations du marché. Peut-être que je projetais ça sur ma propre famille. Il était plus facile de croire que c'était moi qui avais le problème. De retour dans mon appartement élégant et silencieux donnant sur l'étendue scintillante de Chicago, j'ai essayé de m'immerger dans le travail. J'ai construit des modèles financiers complexes. J'ai analysé les tendances du marché. J'ai conseillé des clients sur des investissements de plusieurs millions de dollars. J'étais bon dans mon travail parce que j'étais bon pour voir les schémas. Je pouvais repérer une anomalie, une discordance, un mensonge caché dans une montagne de données à des kilomètres de distance. Et cette compétence devenait une malédiction, parce que je commençais à voir des anomalies dans ma propre vie. Environ une semaine après ce dîner, je faisais mon examen budgétaire mensuel. C'était un rituel, une habitude ancrée depuis des années de discipline financière. J'avais mon application de budgétisation ouverte, son interface épurée contrastant fortement avec les sentiments désordonnés que j'avais. J'avais tout soigneusement catégorisé, loyer, investissement, courses, divertissement, et puis il y avait la catégorie que je survolais toujours, celle étiquetée et dépenses de la famille Wilson. Cette catégorie était liée à un portefeuille numérique partagé que j'avais créé pour eux il y a des années. Ma principale carte de crédit y était liée. L'idée était née de l'amour et de la commodité, si leur voiture tombait en panne, si ma mère avait besoin d'une ordonnance exécutée, s'ils voulaient se faire plaisir avec un bon dîner, boum, problème résolu. Ça me faisait me sentir bien de subvenir à leurs besoins, de lisser les aspérités de leur vie. Je regardais rarement les posts individuels, j'avais l'impression d'envahir leur vie privée, comme si je tenais le score. Ce soir, je n'ai pas survolé. J'ai cliqué. J'ai ouvert l'historique des transactions et j'ai commencé à faire défiler vers le passé, au-delà du dernier mois, au-delà des 6 derniers mois, une plongée en profondeur. La plupart étaient anodines, une charge de 75 $ à l'épicerie, un ticket modérateur de 40 $ à la pharmacie. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. J'ai recoupé les dates avec mon propre calendrier dans ma tête. Il y avait une charge de 250 $ dans un restaurant chic près de chez eux. La date était un mardi soir en février. Je me souvenais de ce mardi. J'avais été bloqué par la neige, coincé dans mon appartement de Chicago pendant un blizzard, et nous avions eu un appel vidéo familial. Ils mangeaient tous de la pizza. Ils n'avaient pas mentionné un restaurant chic. Il y avait une charge pour un surclassement de chambre d'hôtel de nos vacances de l'année dernière, 150 $. Je me souvenais que mon père s'était plaint de la chambre standard que j'avais réservée, qu'elle était trop petite. J'avais supposé qu'il avait juste payé la différence lui-même. Apparemment pas. Et il y avait les retraits d'espèces, toujours un vendredi, toujours d'un distributeur automatique à quelques pâtés de maison de chez eux, 100 $ ici, 200 $ là. Pas des sommes énormes, mais constantes, une saignée lente et régulière. Chaque transaction était une petite piqûre de doute. Seules, elles étaient explicables, un dîner oublié, un besoin légitime d'argent liquide.
Mais ensemble, elles formaient un schéma. Et les schémas étaient ma spécialité. C'était un schéma de droit acquis, un schéma de prise de liberté. J'ai senti une vague de nausée. J'ai fermé l'application. Je n'étais toujours pas prêt à affronter ce que les données me disaient. J'ai choisi l'ignorance, parce que l'alternative était impensable. J'ai essayé de chasser ça de mon esprit. J'ai même envoyé un texto groupé quelques jours plus tard, une tentative désespérée de prouver que ma propre paranoïa était fausse. Salut tout le monde, puisque le grand voyage est annulé, que pensez-vous d'un long week-end dans une cabane dans le nord en juillet? J'ai trouvé un super endroit sur un lac. Pas trop cher. C'est ma tournée. Les réponses étaient bizarres. Ma mère, oh, chérie, c'est gentil. Mais juillet est tellement chargé pour ton père et moi. Olivia, Nat et moi avons un mariage ce mois-là. On ne peut pas. Thomas, mois difficile pour nous, Mike. Les enfants ont un camp d'été. Andrew, lol. Non. Occupé. Ils avaient toute une semaine de vacances annulées, trop occupés pour un week-end. C'était une autre pièce du puzzle qui ne collait pas. Il ne disait pas seulement non. Il fermait la porte fermement. La véritable fissure dans mon mur de déni soigneusement construit est venue de ma collègue, Caroline. Nous étions en appel vidéo pour terminer un projet lorsqu'elle s'est penchée vers sa caméra, les yeux grands d'excitation. « Oh mon Dieu, Michael, j'ai presque oublié de te le dire, dit-elle, sa voix brillante. J'ai vu ton plus jeune frère, Andrew, il y a quelques semaines. C'était la chose la plus bizarre. Mon fiancé, David, m'a traîné à cette énorme exposition de voyage à McCormack Place. Il est obsédé par les voyages d'aventure. Et qui est-ce que je vois tenir la cour au stand d'une entreprise de plongée sous-marine de luxe? Ton frère. Une crainte froide, vive et immédiate, s'infiltra dans mes veines. Ah bon, dis-je, espérant que ma voix sonnait plus désinvolte qu'elle ne l'était. Totalement. Il était hilarant. Il racontait aux vendeurs toute une histoire sur un énorme voyage en famille que vous avez tous prévu. Il a dit que vous affrétiez un yacht dans les Keys de Floride. Il a même cité ton nom. Il a dit, mon grand frère de la finance s'occupe de tout, donc l'argent n'est pas un problème. Il essayait de voir s'il pouvait en tirer parti pour obtenir une réduction sur une leçon de plongée privée. Tu peux imaginer le culot? Quoi qu'il en soit, ça avait l'air absolument incroyable. Le monde a basculé sur son axe. Mon grand frère de la finance, les Keys de Floride, yacht. Les mots n'étaient pas que des mots. C'étaient des missiles. Et ils ont réduit mon déni en miettes. Ils ne se contentaient pas de rêver. Ils planifiaient. Ils se vantaient. Ils dépensaient mon argent avant même qu'il n'ait été dépensé. C'est notre Andrew, ai-je réussi à dire, ma gorge ayant l'impression d'être remplie de sable. Il voit toujours les choses en grand. Eh bien, vous allez passer les meilleurs moments de votre vie. Je suis tellement jalouse. Quoi qu'il en soit, je vais vous envoyer ces chiffres finaux par email. À bientôt. Elle a cliqué, me laissant regarder mon propre reflet sur l'écran vierge. Mon visage était pâle. Mon expression était celle d'une horreur naissante. Ce n'était pas un malentendu. C'était un mensonge calculé et audacieux. Ma première impulsion a été de monter dans ma voiture et de conduire jusqu'au Michigan, de me tenir devant eux tous et de crier « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais je savais comment ça se passerait. Mon père me dirait hystérique. Ma mère pleurerait. Ils se retourneraient contre moi, me faisant passer pour le méchant pour ne pas leur avoir fait confiance, pour avoir cru l'histoire d'un étranger. Alors, j'ai fait la meilleure chose suivante. J'ai appelé la seule personne que je pensais encore être de mon côté, mon frère aîné, le rock, Thomas. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix normale. Salut, Mike, quoi de neuf? J'ai pris une inspiration, essayant de me calmer. Salut, Tom, j'ai une question bizarre pour toi. Je parlais à une collègue, et elle a dit qu'elle avait croisé Andrew. Il lui disait que nous allions tous aux Keys de Floride sur un yacht. Tu sais quelque chose à ce sujet? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui réfléchit. C'était le silence de quelqu'un qui se fait prendre à chercher frénétiquement le bon mensonge. Un yacht, finit-il par balbutier. Waouh. Tu sais, Andrew, il devait plaisanter. Il a ses idées folles dans sa tête. Juste parler, tu sais,
probablement juste un vœu pieux de sa part. Un vœu pieux, ai-je répété, ma voix dépourvue d'émotion. Il semblait assez précis, Tom. Il a mentionné mon travail. Il a dit que je payais. Mike, voyons, dit-il, et maintenant sa voix avait un ton défensif. Tu sais comment il enjolive. N'en fais pas tout un plat. Il n'y a pas de voyage. Papa nous l'a dit, tu te souviens? L'argent est serré. C'est la fin de l'histoire. Son ton était méprisant, impatient. Il voulait que la conversation soit terminée. D'accord, ai-je dit doucement. Si tu le dis. Super. Écoute, je dois y aller, dit-il, son soulagement palpable. Vanessa a besoin d'aide pour coucher les enfants. C'est le chaos ici. On se reparle bientôt. D'accord. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai baissé le téléphone de mon oreille et je l'ai fixé. C'était ça. C'était la confirmation finale. Il n'y avait pas que mes parents et Andrew. Il y avait Thomas aussi. Mon frère, mon allié. La fondation de ma famille venait de s'effondrer en poussière. Le mensonge n'était pas qu'un mensonge. C'était un complot. Et j'étais la cible, la proie, le fou. La tristesse que j'ai ressentie était profonde, un gouffre profond et douloureux qui s'est ouvert en moi. Mais sous la tristesse, quelque chose d'autre commençait à couver, une colère froide et silencieuse, le genre qui ne crie pas, le genre qui attend et planifie. Ils avaient fait une erreur critique. Ils avaient pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Et ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Regardez cette image retouchée de ma famille souriante et heureuse avec un espace vide où j'étais censé être, a été une expérience étrangement clarifiante. C'était comme être aspergé d'eau glacée. Le chagrin, le choc, la douleur, tout s'est estompé, remplacé par une détermination froidement calme. Il n'y aurait pas de cris, pas d'appel téléphonique larmoyant, pas de supplication dramatique pour une explication. Ils m'avaient traité comme un poste dans un budget frauduleux. Ils avaient réduit notre relation à une transaction. J'ai décidé à ce moment d'accepter leurs conditions. C'était maintenant une négociation commerciale, et j'étais sur le point de lancer une OPA hostile sur ma propre vie. Mes mains, qui tremblaient quelques instants auparavant, étaient maintenant parfaitement stables. Je me suis déplacé avec l'efficacité détachée que je réservais habituellement à la conclusion d'une transaction financière complexe. Mon objectif était clair, recueillir des preuves, sécuriser mes actifs et me préparer aux retombées. Tout d'abord, les preuves. J'ai créé un nouveau dossier crypté sur mon disque dur personnel. Je l'ai étiqueté « Projet règlement de compte ». J'ai méthodiquement téléchargé tout ce qui se trouvait dans leur dossier l'été 2024 dans le cloud partagé, les 12 confirmations de vol sur Coastal Airways, l'itinéraire d'affrètement de yacht de luxe de 7 jours et 8 nuits de Luxury Maritime Experience, le programme détaillé des randées. Vous ose pas pour ma mère et ma sœur, l'excursion de pêche en haute mer pour mon père, Thomas et Andrew, les réservations dans une série de restaurants en bord de mer ridiculement chers, et bien sûr, la photo de famille trafiquée, ainsi que l'original, pour une comparaison côte à côte accablante. Chaque fichier téléchargé était un clou dans le cercueil de la famille que je pensais avoir. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Je savais que je devais agir avant que la majorité des frais, en particulier pour le yacht lui-même, ne soit finalisée. Mais je savais aussi que je devais être intelligent. Les actions de ma famille n'étaient pas seulement une trahison. Elles étaient une fraude potentielle. J'ai appelé mon ami David, un avocat d'affaires pointu que je connaissais depuis l'université. David, salut, c'est Michael, ai-je dit quand il a répondu. Mike. Comment ça va, mec? Je ne t'ai pas entendu depuis un moment. Ça va. Écoute, j'ai une question juridique hypothétique pour toi. J'ai exposé la situation cliniquement, en supprimant l'émotion, un portefeuille numérique partagé, un titulaire de carte principale, une série de transactions importantes et non autorisées effectuées par d'autres utilisateurs approuvés pour un voyage dont le titulaire de carte principale était explicitement exclu. David est resté silencieux pendant un moment. Waouh, dit-il finalement. D'accord, pas si hypothétique que ça, n'est-ce pas? Tu vas bien, mec? Je le serai, ai-je dit. Dis-moi juste. Légalement, suis-je responsable de ça? Absolument pas, dit-il, sa voix passant de amicale à professionnelle. Si tu peux prouver que tu n'as pas consenti à ces transactions spécifiques,
et le fait que tu n'as même pas été invité est une preuve assez convaincante de cela, c'est clairement une utilisation non autorisée. Tu le signales comme une fraude. L'assurance de la société de carte de crédit couvre ça. Ils enquêteront, mais la responsabilité ne sera pas sur toi. Sois juste préparé, Mike. Ça devient moche avec la famille. Ils pourraient même essayer de prétendre que tu as donné ton consentement verbal. J'ai des preuves numériques. Ils ont planifié ça dans mon dos. C'est documenté, ai-je dit. Bien, dit David. Tu es intelligent. Tu as ça en main. Mais sérieusement, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument tout. Son inquiétude sincère contrastait fortement avec la tromperie de ma propre famille. C'était la dernière poussée dont j'avais besoin. Après avoir raccroché avec David, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro au dos de ma carte de crédit. Le menu automatisé a semblé durer une éternité. Finalement, une voix humaine s'est fait entendre. Merci d'avoir appelé le service de prévention de la fraude des services de carte. Je m'appelle Brenda. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Sa voix était pratiquée, professionnelle, et exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Bonjour, Brenda, ai-je dit, ma propre voix un miroir de son attitude calme. Je m'appelle Michael Wilson. Mon numéro de compte est 5 à 2. Je lui ai donné toutes les informations. Je vous appelle pour signaler un nombre important de frais non autorisés et pour prendre des mesures immédiates pour sécuriser mon compte. Bien sûr, Monsieur Wilson, je peux vous aider avec ça. Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier le nom de jeune fille de votre mère et les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale? J'ai fourni les détails. Je pouvais entendre le léger cliquetis de son clavier. D'accord, Monsieur Wilson, je regarde votre compte maintenant, dit-elle. Je vois une série de frais récents. Voyons voir. Luxury Maritime Experience pour 15 345 $, Coastal Airways pour 6 842 $ et plusieurs autres. Ce sont ces frais que vous mentionnez? Oui, Brenda, tous. Il devrait y avoir 17 transactions au total, toutes traitées dans la dernière heure. Je les vois, confirma-t-elle. Le total s'élève à 32 183 $. Et vous affirmez que vous n'avez pas autorisé ces transactions? J'affirme cela sans équivoque, dis-je, ma voix froide et dure comme de l'acier. Ces frais ont été effectués par d'autres utilisateurs sur un portefeuille numérique partagé à mon insu et sans mon consentement, pour un événement dont j'ai été intentionnellement exclu. Il y eut une brève pause à son bout du fil. Je pouvais presque l'entendre traiter le sous-texte. Je comprends, monsieur. Ceci est considéré comme une utilisation non autorisée. Quelles actions souhaitez-vous entreprendre? Je veux contester chacune de ces 17 charges, avec effet immédiat. Je veux que la fonctionnalité de portefeuille numérique partagé sur mon compte soit désactivée de façon permanente. Je veux que l'accès pour tous les autres utilisateurs, Patricia Wilson, Robert Wilson, Thomas Wilson, Olivia Wilson et Andrew Wilson, soit révoqué immédiatement. Et je veux qu'un blocage permanent soit placé sur toutes les transactions futures provenant de ces fournisseurs. Considérez cela comme fait, Monsieur Wilson, dit Brenda, sa voix une symphonie d'efficacité. J'ai entendu une rafale de frappes au clavier. J'ai initié les contestations pour les 17 transactions. Le portefeuille partagé est maintenant fermé, et tous les utilisateurs associés ont été supprimés. Les blocages de fournisseurs sont en place. Vous recevrez un email de confirmation détaillant ces actions dans l'heure. Pour votre sécurité, nous annulerons cette carte et vous en enverrons une nouvelle à votre domicile. Elle devrait arriver dans 3 à 5 jours ouvrables. Merci, Brenda, dis-je, une vague de soulagement m'envahissant. C'est mon travail, monsieur. Passez une bonne journée. J'ai raccroché le téléphone. Un coup critique avait été porté. L'argent, leur carburant, était coupé. La première et la plus importante des dominos était tombée. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre la réaction en chaîne. La semaine qui a suivi fut l'une des plus étranges de ma vie. Je suis allé travailler. J'ai construit des feuilles de calcul. J'ai parlé à des clients. Je suis allé à la salle de sport. En surface, tout était normal. Mais sous la surface, j'étais un général attendant des nouvelles du front. Mon téléphone est resté silencieux. C'était le calme étrange avant une tempête. Je savais qu'ils faisaient leurs valises, inconscients de ce qui se passait.
Je savais qu'ils montaient à bord de leur vol, probablement en trinquant avec des verres de champagne, en portant des toasts à leur propre intelligence. J'avais mémorisé leur itinéraire complet. Je savais que le mardi à 14 h, heure normale de l'Est, la famille Wilson et leur entourage arriveraient à la Sunkist Marina à Key West, prêts à embarquer sur le Serenity, un yacht de luxe de 75 pieds. Ce mardi-là, j'étais assis à mon bureau à Chicago, à 3 étages au-dessus des rues animées de la ville. J'avais un rapport trimestriel ouvert sur mon écran, mais je ne le lisais pas. Mes yeux étaient fixés sur l'horloge numérique dans le coin de mon écran, 13h55, 14h, 14h15. J'imaginais la scène avec vivacité, le soleil brillant de Floride, l'odeur du sel et du diesel dans l'air, le cliquetis du gréement contre les mâts. Je voyais mon père, Robert, jouer le rôle pour lequel il était né, le patriarche magnanime. Il porterait une nouvelle chemise en lin, tapotant le dos de ses amis, les Johnson, accueillant ma tante et mon oncle avec un grand geste ample vers le yacht blanc étincelant. Bienvenue au paradis, tonnerait-il, sa voix pleine de fausse générosité. Ma mère sourirait, rayonnante. Mes frères et sœurs seraient pris d'un vertige d'anticipation. Ils s'approcheraient du comptoir d'enregistrement, leur montagne de bagages coûteux traînant derrière eux. L'employé, une jeune femme dans un polo impeccable, les accueillerait avec un sourire. Elle demanderait le nom de la réservation. Wilson, dirait mon père, bombant le torse. Robert Wilson. L'employé taperait. Son sourire vacillerait. Elle taperait de nouveau. Un froncement de sourcils confus plisserait son front. Je suis désolé, monsieur, dirait-elle. Je vois la réservation, mais il semble y avoir un problème avec le paiement. Et c'est à ce moment-là que le château du roi, construit sur les fondations du travail de ma vie et de leur labyrinthe de mensonges, commencerait à s'effondrer dans la mer. À 14h47, heure de Chicago, mon téléphone, qui était resté silencieux pendant une semaine, a explosé. La guerre avait commencé. Le premier coup de feu a été tiré par Andrew, mon plus jeune frère, celui pour qui la gratification instantanée était une religion. Son message texte était un chef-d'œuvre de brièveté paniquée, écrit en majuscule, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé le message, un sourire lent et froid touchant mes lèvres pour la première fois depuis des semaines. Je l'ai laissé mijoter pendant une minute entière avant de commencer à taper ma réponse. J'ai choisi mes mots avec le soin d'un poète composant un sonnet, corrigé une erreur de facturation avant même de pouvoir appuyer sur envoyer. Un appel est arrivé d'Olivia. Son nom a clignoté sur l'écran, et j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui aurait pu être autrefois de l'affection fraternelle. J'ai balayé pour refuser l'appel. Il est allé directement à la messagerie vocale. Un instant plus tard, un SMS de Thomas est apparu, « Mike, appelle-moi maintenant. » C'est un désastre complet. Ils disent que la réservation a été annulée. Je l'ai ignoré. Puis, la notification de messagerie vocale d'Olivia a retenti. Par curiosité morbide, je l'ai écoutée. Sa voix était aiguë, frénétique. « Michael, où es-tu ? Tu dois les appeler. Il y a eu une horrible erreur avec ta carte de crédit. Ils ne nous laissent pas monter à bord du bateau, et tout le monde nous regarde. C'est tellement embarrassant. S'il te plaît, règle ça. » J'ai supprimé le message. Le mot embarrassant est resté suspendu dans l'air. C'était de cela qu'il s'agissait pour elle, pas la tromperie, pas la trahison, l'humiliation publique. Puis, ma mère. Sa messagerie vocale était une performance calculée. Je pouvais presque la voir presser un mouchoir contre ses yeux pendant qu'elle parlait, sa voix épaisse de larmes fabriquées. « Michael, chéri, je ne sais pas ce que nous avons fait pour te mettre autant en colère. Nous t'avons élevé pour que tu sois un homme bon, un fils aimant. Ton père, son cœur n'est pas assez fort pour ce genre de stress. Il est rouge vif. Et s'il lui arrive quelque chose ? Est-ce que ce petit jeu à toi aura valu la peine ? » J'ai ressenti une lueur de la vieille culpabilité, la réponse conditionnée d'une vie. Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo retouchée. Je me suis souvenu du nombre froid et dur, 32 183 $. La lueur s'est éteinte, étouffée par la vérité froide et dure. J'ai supprimé son message aussi. La réponse la plus révélatrice a été le silence de Thomas après son premier SMS. Il était le penseur. Il ne paniquerait pas. Il serait blotti avec mon père, essayant d'analyser la situation, essayant de comprendre comment leur plan infaillible avait si spectaculairement mal tourné. Il essayait de comprendre comment j'avais pris autant d'avance sur eux. Finalement,
À 15h15, l'appel que j'attendais est arrivé. L'identification de l'appelant indiquait simplement un papa. Je l'ai laissé sonner une fois, deux fois, une troisième fois. Je voulais qu'il ressente cette part d'impuissance. Puis j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur et plaçant le téléphone sur mon bureau. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Qu'est-ce que tu crois faire? Sa voix était un rugissement déformé, le son d'un roi détrôné. En arrière-plan, j'entendais une cacophonie de bavardage confus et les sanglots silencieux de ma mère. As-tu la moindre idée de l'humiliation que tu as causée? Nous sommes debout ici sur un quai comme une bande d'idiots. Nos amis sont là. Ta tante et ton oncle sont là. Je l'ai laissé se défouler. Je l'ai laissé vider son arsenal d'indignation et de droits acquis. Il était important qu'il sorte tout. Quand il s'est finalement arrêté, à bout de souffle, j'ai parlé. Ma voix était dangereusement calme, un contraste frappant avec sa rage apoplectique. Il semble qu'il y ait un problème de paiement, papa. Bien sûr que c'est un problème de paiement, hurla-t-il. Ils ont dit que la carte avait été annulée par le titulaire principal. C'est toi. C'est très étrange, dis-je, mon ton étant celui d'une curiosité académique modérée. Je n'ai pas annulé la carte. J'ai simplement contesté une série de frais frauduleux. La banque a dû l'annuler par mesure de sécurité. C'est une procédure standard. Le mot frauduleux a atterri dans la conversation comme une grenade. Il y a eu un silence stupéfait à son bout du fil. Je pouvais entendre son cerveau travailler furieusement, essayant de traiter la nouvelle information. Je n'avais pas seulement refusé la charge. Je l'avais signalée. Je l'avais escaladée. Toi, balbutia-t-il, sa voix passant d'un rugissement à un sifflement venimeux, tu as fait ça exprès. J'ai corrigé une erreur de facturation, répétais-je. Ma voix était calme comme un lac gelé, un très grand lac. Je suis sûr que tu comprends. Après tout, comme tu m'as toujours appris, tout est question de responsabilité financière. Je pouvais entendre les sanglots de ma mère se transformer en une lamentation à part entière. Robert, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Nous allons à Chicago, grogna-t-il au téléphone, ces mots n'étant plus pour elle, mais pour moi, une menace directe. Toi et moi allons avoir une conversation. Ce n'est pas fini. J'ai hâte d'y être, dis-je, et avec un clic satisfaisant, j'ai mis fin à l'appel. Les 24 heures suivantes ont été un jeu d'attente. Mon téléphone a continué à vibrer par intermittence, mais l'énergie frénétique avait diminué, remplacée par un silence maussade. Vers minuit, un seul SMS de mon père est arrivé. Ce n'était pas des mots. C'était une capture d'écran d'une carte GPS. Une ligne bleue montrait une icône de voiture dévalant l'I-65 quelque part dans le sud de l'Indiana. L'épingle de destination était placée directement sur l'adresse de mon immeuble dans le centre-ville de Chicago. L'heure d'arrivée prévue était 10 heures. Il venait, et il amenait son lieutenant, Thomas, avec lui. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. L'incertitude qui m'avait tourmenté avait disparu, remplacée par un sens du but sombre et inébranlable. Quand je me suis réveillé, le soleil projetait de longues ombres sur le plancher de mon salon. J'ai préparé du café. Je me suis douché. Je me suis habillé, non pas dans mon habituel pantalon de survêtement de télétravail, mais dans un jean foncé et une chemise boutonnée impeccable. Je me préparais à la bataille. Je n'ai pas passé la matinée à faire les 100 pas ou à m'inquiéter. Je l'ai passé à finaliser ma stratégie. Cela n'allait pas être une dispute à cris. Cela n'allait pas être un drame familial émotionnel. Cela allait être une déposition d'entreprise, et j'étais l'avocat principal. J'ai connecté mon ordinateur portable à ma télévision de 60 pouces. J'ai ouvert le dossier projet règlement de compte. Je n'avais pas seulement les fichiers. J'avais créé une présentation PowerPoint complète. La trahison, les mensonges, le vol, tout distillé en une série de diapositives claires et indéniables. J'ai même ajouté une image de marque corporative bleue de bon goût. La dernière diapositive était juste un nombre, centré sur l'écran dans une police blanche austère de 72 points, 47 312 $. C'était le total des vols systémiques plus petits au cours des 3 dernières années. Le yacht n'était que le point culminant audacieux d'une entreprise criminelle de longue date. Je me suis tenu au centre de mon salon, en parcourant la présentation dans ma tête. Mon ton serait impassible. Mes faits seraient irréfutables. Je laisserais la preuve elle-même être l'accusation. Je n'étais plus leur fils, la banque émotionnelle et indulgente.
J'étais Michael Wilson, analyste financier, et j'étais sur le point de présenter l'audit de toute une vie. À précisément 9h58, ma sonnette d'appartement a sonné depuis le hall d'entrée. J'ai pris une dernière inspiration profonde, je me suis dirigé vers l'interphone et j'ai appuyé sur le bouton de conversation. Bonjour, c'est nous. La voix de mon père a crépité, serré d'une rage fatiguée par la route. Laisse-nous entrer. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte du hall. J'ai marché jusqu'à ma propre porte d'entrée, je l'ai déverrouillée et je l'ai laissée légèrement entr'ouverte. Puis je suis retourné à ma position à côté de la télévision, la télécommande fraîche et solide dans ma main. On aurait dit un marteau. Le tribunal était maintenant en session. Le carillon de l'ascenseur arrivant à mon étage était un son que j'entendais une douzaine de fois par jour, mais cette fois, il a atterri comme une convocation. J'ai entendu les portes coulisser, suivi des pas lourds et déterminés de deux hommes en mission. Ma porte d'entrée, que j'avais laissée entr'ouverte, a été poussée avec une force suffisante pour la faire cogner contre le mur. Mon père est entré en premier. Il ressemblait à un nuage d'orage dans une chemise froissée. Son visage était bouffi par le manque de sommeil. Ses yeux étaient injectés de sang, et sa mâchoire était si serrée qu'on aurait dit qu'elle allait se casser. Il rayonnait une aura de rage pure et sans dilution. Mon frère, Thomas, a suivi un pas derrière lui, une ombre réticente. Il avait l'air tout aussi épuisé, mais sa colère était diluée avec autre chose, une onde profonde et lasse. Il ne croisait pas mon regard. Mon père n'a pas pris la peine de dire bonjour ou de faire semblant d'être civil. Il s'est arrêté au milieu de mon salon, son domaine pour cette confrontation, et a pointé un doigt tremblant vers moi. « Toi, siffla-t-il, sa voix un grognement bas qui promettait une éruption, qu'est-ce que tu as fait ? As-tu la moindre idée ? La moindre idée de ce que tu as fait à ta mère, à ta sœur ? Tu nous as humiliés. Tu as laissé ta propre famille à 1000 kilomètres de chez elle et tu nous as laissés pourrir. » Thomas a transféré son poids, enfonçant ses mains dans ses poches. Il a regardé autour de mon appartement, les fenêtres du sol au plafond, les meubles modernes, comme s'il le voyait pour la première fois. « Mike, c'est le bordel, a-t-il marmonné, sa voix basse. Tu aurais dû simplement nous appeler. On aurait pu arranger ça. » J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. « Vous appelez ? Je vous ai appelé, Tom. Il y a 2 semaines, je vous ai demandé directement s'il y avait un voyage prévu dans mon dos. Vous m'avez menti en face. Vous m'avez dit que j'imaginais des choses. » Thomas a eu la décence de tressaillir. Il a baissé les yeux vers le sol, son silence étant un aveu. Mon père, cependant, était insensible aux faits. Il a agité la main avec désinvolture, comme pour chasser une mouche. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de respect. Il s'agit de famille. Tu ne fais pas un coup comme ça. Tu ne fais pas passer ton propre père pour un idiot, comme une sorte de mendiant. S'il vous plaît, dis-je, ma voix étant étrangement calme. J'ai fait un geste avec la télécommande vers le grand canapé confortable qui faisait face à la télévision. Asseyez-vous. Mon attitude placide semblait alimenter son feu. Je ne veux pas m'asseoir, rugit-il, faisant un pas de plus. Je veux une explication. Je veux savoir qu'est-ce qui te donne le droit. Et vous aurez une explication, dis-je. J'ai levé la télécommande, je l'ai pointée vers l'écran sombre et j'ai appuyé sur un bouton. La télévision s'est allumée, baignant la pièce d'une douce lumière bleue. Sur l'écran, en lettres blanches austères, il y avait les mots « examen financier de la famille Wilson ». Mon père s'est arrêté au milieu de son discours. Il a plissé les yeux vers l'écran, sa rage étant momentanément remplacée par de la confusion. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel nouvel enfer est-ce ? Ceci, dis-je, ma voix prenant le ton froid et mesuré que j'utilisais avec mes clients, et l'audit que vous n'avez jamais demandé, mais que vous avez certainement mérité. Veuillez vous asseoir. La présentation est pour votre bénéfice. Quelque chose dans mon ton, une finalité qui ne souffrait aucune discussion, a dû pénétrer sa colère. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis, avec un soupir vaincu, il s'est enfoncé sur le canapé. Thomas a suivi le mouvement, s'asseyant sur le bord du coussin comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. C'étaient 2 hommes au visage sombre, prêts à recevoir un verdict qu'ils savaient déjà qu'ils méritaient. Je me suis tenu devant eux, la télécommande à la main. Commençons, dis-je. Clic. La première diapositive est apparue, une capture d'écran claire comme de l'eau de roche de l'email de confirmation de Luxury Maritime Experience.
Comme nous le savons tous, ai-je commencé, en marchant lentement, j'ai été informé il y a 3 mois que les vacances familiales annuelles étaient annulées en raison de graves difficultés financières, une décision qui, m'a-t-on dit, était une question de responsabilité. Vous pouvez imaginer ma surprise, alors, lorsque j'ai reçu cette confirmation pour une location de yacht de luxe de 7 jours pour 12 personnes, un voyage auquel, j'allais le découvrir plus tard, je n'étais pas invité, mais auquel on s'attendait néanmoins à ce que je finance en entier. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. Clic. La diapositive suivante, accablante, présentait un tableur comparatif en vis-à-vis, budget de Michael contre budget réel. J'ai été particulièrement impressionné par la planification méticuleuse, ai-je continué, ma voix dégoulinant d'un sarcasme glacial. La création d'un budget distinct et aseptisé était un coup de maître de tromperie. À gauche, nous avons la version que je suppose que vous m'auriez montrée si j'étais devenu méfiant. À droite, nous avons la vérité, traiteur gastronomique Sunset, forfait Spa Serenity, excursion privée sur l'île. Il semble que les difficultés financières aient été assez sélectives. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas. Son visage était pâle. Il fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte. Je pouvais voir la réalisation poindre dans ses yeux. Il avait participé au mensonge, mais il n'avait pas été au courant de ce niveau de conspiration froide et calculée. Il pensait qu'il était dans le coup. Il ne se rendait pas compte qu'il n'était qu'une autre des chutes de blagues. Mon père est resté assis là, la mâchoire serrée, les jointures blanches à l'endroit où il serrait le coussin du canapé. C'était un prêt, a-t-il murmuré, le mensonge sonnant faible même à ses propres oreilles. On allait te rembourser. Un prêt, ai-je demandé, en haussant un sourcil. C'est une interprétation fascinante. En général, les prêts sont discutés avec le prêteur avant que l'argent ne soit dépensé. Ce n'était pas une dette de prêt. C'était un vol. Et cela m'amène très bien à mon point suivant. Clic. Un diagramme à barres a rempli l'écran. Son titre était clair, dépenses non autorisées, de 2021 à 2024. Une série de barres bleues a montré une tendance à la hausse terrifiante d'une année sur l'autre. Vous voyez, après avoir découvert le plan pour le yacht, je suis devenu curieux. Je me suis demandé si c'était un acte désespéré ponctuel, ou si cela faisait partie d'un schéma plus large. Alors, j'ai fait ce que je fais dans la vie. J'ai analysé les données. Clic. Un diagramme circulaire est apparu, catégorisation des dépenses, 47 312 $. Je suis remonté à 3 ans dans l'historique des transactions du compte partagé, le compte que j'ai créé pour aider en cas de véritables urgences. Et il s'avère qu'il y a eu beaucoup d'urgences. Il y a eu l'urgence de 5 000 $ qui a coïncidé parfaitement avec le nouvel ordinateur de jeu haut de gamme d'Andro. Il y a eu l'urgence de voyage de ski de 7 500 $ à Aspen, celle que vous m'avez dit avoir été entièrement payée avec des points de compagnie aérienne, Tom. Il y a eu de nombreuses urgences de golf qui, combinées, ont payé votre adhésion annuelle au club de campagne, papa. Et mon préféré, une série de retraits importants en espèces étiquetées comme des réparations ménagères qui ont acheminé une contribution importante à votre nouvelle cuisine, Tom. Thomas a tressailli comme si je l'avais physiquement frappé. Il a jeté un regard trahi à notre père. Tu m'as dit que Michael avait proposé d'aider à la rénovation de la cuisine, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. J'aidais, a insisté mon père faiblement, ses yeux se déplaçant entre l'écran et mon visage. Je facilitais simplement les fonds. Faciliter, ai-je répété le mot, le laissant planer dans l'air comme une odeur fétide. C'est une façon de le dire. J'ai pointé la télécommande et j'ai cliqué dessus une dernière fois. L'écran est devenu noir, puis un seul nombre est apparu, austère et blanc dans une police de 72 points qui semblait leur crier dessus, 47 312 $. C'est, dis-je, ma voix baissant presque jusqu'à un murmure, le montant, à quelques centaines de dollars près pour les divers dîners que vous avez oublié de me dire, que vous avez systématiquement siphonné de mes comptes au cours des 36 derniers mois. Alors, quand vous entrez ici et que vous me parlez d'humiliation, quand vous me faites la leçon sur la famille et le respect, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très, très clair. Vous n'êtes pas les victimes ici. Vous n'avez aucun droit à la colère. Vous avez seulement le droit à la honte. La pièce était totalement, profondément silencieuse. Le seul son était le faible bourdonnement de la télévision. Thomas avait enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant légèrement. Mon père fixait le nombre sur l'écran. Son visage était mou, sa peau d'un gris pâteux. La rage avait disparu, la bravade avait disparu.
Toute la fanfaronnade et l'autosatisfaction avaient été systématiquement dépouillées, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité crue et pathétique. Il n'avait plus de mensonges à raconter. Il n'avait plus d'excuses. Il était un roi sans royaume, un général sans armée, un père sans honneur. Il s'est levé lentement, son corps tremblant d'une émotion que je n'ai pas pu identifier initialement. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus blessé. Tu penses que c'est une question d'argent, a-t-il finalement explosé, sa voix rauque, brisée. Il ne me criait plus dessus. Il plaidait auprès d'un univers qui l'avait lésé. As-tu la moindre idée de ce que c'est que cracha-t-il, pointant un doigt, non pas vers moi, mais vers l'écran, vers la vie réussie qu'il représentait, de travailler toute sa vie, d'être le soutien de famille, d'être l'homme de la maison, et puis de devoir s'asseoir et regarder son propre fils vous éclipser. De voir votre femme, vos enfants, se tourner vers lui pour tout. Ce compte partagé n'était pas une commodité. Michael, c'était une humiliation quotidienne. C'était un tableau de score, et j'étais toujours perdant. Il fit un pas titubant vers moi, les yeux sauvages, brûlants d'un ressentiment accumulé toute une vie. Ce voyage était censé être le mien. Quelque chose que j'aurais fourni à cette famille selon mes propres conditions. Sans toi et ton fichu chéquier à regarder par-dessus mon épaule, à me faire me sentir comme un invité dans ma propre vie. Je voulais être à nouveau le père. Ton père. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et l'aveu resta suspendu dans l'air entre nous, épais et étouffant de fierté toxique. Voilà, le véritable motif. C'était tellement plus petit et plus triste que l'avidité. C'était le cri désespéré et pathétique d'un homme si terrifié par sa propre inutilité qu'il préférait commettre une fraude contre son fils plutôt que d'accepter gracieusement le passage de relais. À ce moment-là, je n'ai pas vu un monstre. J'ai vu un homme petit, triste et brisé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu pitié de lui. Les échos de l'aveu brut et douloureux de mon père s'estompèrent, laissant un vide dans la pièce. Le silence qui suivit fut plus lourd et plus profond que toutes les cris qui l'avaient précédé. L'affreuse vérité de tout cela, la fierté blessée, la jalousie profonde, la terreur de devenir insignifiant était étalée sur le sol de mon salon, plus accablante que n'importe quel tableur. Thomas releva lentement la tête de ses mains. Il fixa notre père, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié naissante et horrifiée. C'était comme s'il voyait l'homme clairement pour la première fois, non pas comme le patriarche fort et confiant qu'il avait toujours projeté, mais comme il était réellement, insécurisé, rancunier et profondément triste. Le mythe de Robert Wilson était mort dans cette pièce. Ma propre colère s'était complètement évaporée. La furie vertueuse qui m'avait animé pendant les dernières 24 heures s'était éteinte, ne laissant derrière elle que la cendre froide et claire de la détermination. Je savais ce que je devais faire. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait d'établir un nouvel ordre mondial. Il s'agissait de survie. Je me suis dirigé vers la console élégante près de ma porte et j'ai ramassé une épaisse chemise manille que j'avais placée là plus tôt. Mes mouvements étaient lents, délibérés, comme si je me déplaçais dans l'eau. Je suis retourné à la table basse et me suis tenu devant eux, la chemise à la main. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit. Ma voix était calme, dépourvue d'accusation ou de triomphe. C'était la voix d'un PDG annonçant une restructuration d'entreprise. C'était la voix de la finalité. J'ai ouvert la chemise et j'ai fait glisser 2 documents sur la surface polie de la table. Ils étaient nets, professionnels et juridiquement contraignants. Ce premier document, ai-je expliqué, en tapant sur celui du dessus avec mon doigt, est un accord de remboursement formel. Il décrit un plan structuré pour le remboursement des 47 312 $. Je l'ai structuré sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0%. Il n'y a pas de clause de pénalité pour les paiements en retard. Il ne s'agit pas de punition, ai-je répété, en regardant de mon père à mon frère. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de reconnaître la dette. C'est la seule première étape concevable que nous puissions franchir s'il doit jamais y avoir une discussion sur la reconstruction de la confiance. Thomas, le visage toujours pâle, a attrapé le document d'une main tremblante. Il a commencé à le lire, ses yeux parcourant le langage juridique. Mon père, cependant, s'est contenté de le regarder comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux enroulé sur la table. Le deuxième document, ai-je continué, en faisant glisser l'autre papier vers l'avant, est une dissolution légale de tous les arrangements financiers communs. Le portefeuille numérique commun, comme vous le savez, a été définitivement fermé.
Ce document officialise cela. Il indique que mon nom doit être retiré de tous les comptes où je suis répertorié comme utilisateur secondaire ou garant financier. À partir de ce moment, mes finances sont les miennes et vos finances sont les vôtres. Notre enchevêtrement financier est terminé. Nous sommes, au sens commercial du terme, formellement désinvestis. Mon père a finalement levé les yeux des documents vers mon visage. Ses yeux étaient remplis d'une fureur déconcertée et désespérée. « Tu ne peux pas être sérieux » a-t-il chuchoté, les mots se coinçant dans sa gorge. Après tout cela, nous sommes une famille. On ne fait pas ça à sa famille. J'ai soutenu son regard, ma propre expression inflexible. Tu as perdu le droit d'utiliser ce mot comme bouclier à l'instant où tu as décidé de m'effacer numériquement d'un souvenir de famille et d'utiliser le travail de ma vie pour financer des vacances fantastiques, ai-je dit, ma voix froide mais pas cruelle. La famille ne fait pas ça, papa. Les étrangers font ça. Les rivaux commerciaux font ça. Alors aujourd'hui, nous faisons des affaires. Ceci, ai-je tapé à nouveau sur les documents, c'est comme ça qu'on avance. Si vous voulez avancer, le choix, pour la première fois depuis longtemps, vous appartient entièrement. Pendant un long et pénible moment, le seul bruit était le bruissement du papier dans les mains de Thomas. Puis, d'un mouvement soudain et convulsif né d'une rage pure et impuissante, mon père a arraché l'accord de remboursement à la table. Il ne l'a pas lu. Il l'a juste tenu dans ses deux mains. Son visage s'est tordu en un masque de défi. Il m'a regardé, les yeux me défiant de l'arrêter. Puis, avec un cri guttural de frustration, il l'a déchiré en deux, puis en quatre. Et il a jeté les morceaux déchiquetés sur mon parquet comme des confettis à un enterrement. Je ne serai pas traité comme un criminel par mon propre fils, a-t-il grogné, la voix tremblante. Il s'est redressé du canapé, le corps tremblant. Il a regardé Thomas, les yeux brillants d'un ordre. On s'en va maintenant. Mais Thomas n'a pas bougé. Il fixait le tas pathétique de papier déchiqueté sur mon sol. Il a regardé le visage défiant et orgueilleux de son père, puis il m'a regardé, moi, mon visage calme et résolu. Je pouvais voir la lutte intérieure se dérouler en lui, une guerre entre une vie de loyauté envers son père et la vérité indéniable et laide du moment présent. Il était en train de choisir un camp. Lentement, délibérément, Thomas s'est agenouillé sur mon tapis coûteux. Il a commencé à ramasser les morceaux déchirés de l'accord, ses mouvements précis, respectueux. Il s'est levé, la confession déchiquetée serrée dans son poing. Il a fait face à notre père. Non, a-t-il dit, sa voix calme mais forte, résonnant d'une nouvelle autorité. Tu peux y aller, papa. J'ai besoin de rester et de parler à mon frère. L'expression sur le visage de mon père était celle d'une dévastation totale. C'était la dernière, la plus profonde des coupures. C'était un coup d'État. Son fils aîné, son héritier apparent, son complice, se rangeait du côté de l'accusation. La trahison dans ses yeux était absolue. Sans un autre mot, mon père a fait volte-face. Il n'a pas regardé en arrière. Il est sorti en trombe de l'appartement et a claqué la porte derrière lui. Le bruit était une ponctuation définitive et résonnante sur un long et les chapitres de toutes nos vies. Thomas et moi avons été laissés seuls dans le silence soudain et retentissant. Il a desserré son poing et a regardé les bouts de papier déchirés. Il ne m'a pas parlé du tableur. Mike, a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion, je te jure, il m'a dit que tu avais proposé de payer pour un voyage plus simple, un voyage de camping, et qu'il l'améliorait juste en surprise pour tout le monde pour le rendre spécial. Je savais que c'était mal d'agir dans ton dos. Je savais que c'était un mensonge, mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas la profondeur de la chose, la planification. C'est autre chose. Mais tu l'as suivi, Tom, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation. C'était une simple déclaration de fait qui devait être reconnue. Je sais, a-t-il dit, et il a finalement croisé mon regard. La honte dans ses yeux était brute et réelle. Et je dois vivre avec ça. Je suis tellement désolé, Mike, plus que tu ne le sais. Il a soigneusement replacé les morceaux déchirés de l'accord sur la table basse. Je vais le signer. Je vais en imprimer un nouveau, et je vais le signer. Je vais demander à Vanessa de le signer. Nous rembourserons notre part. Tout ça. Je te le promets. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté, la main sur le bouton. Il ne le fera pas, tu sais, a-t-il dit doucement, en me regardant. La fierté de papa. Il mourra avant de signer ce papier.
Il n'admettra jamais qu'il a eu tort. Je sais, ai-je dit. Il a hoché la tête, une compréhension triste et lasse passant entre nous. La route à venir allait être longue et fracturée. Je t'appellerai demain, a-t-il dit. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Si tu es d'accord, je serai là, ai-je répondu. Il m'a adressé un dernier regard, un regard rempli d'un univers de regrets et d'une minuscule lueur d'espoir. Et puis il est parti. Je suis resté seul dans mon appartement, le silence ressemblant maintenant moins à un vide qu'à une ardoise propre, calme et terriblement vierge. La guerre était finie. Le long et désordonné travail de reconstruction était sur le point de commencer. Les 6 mois qui ont suivi la confrontation ont été un cours magistral dans l'art de reconstruire après une démolition. C'était comme vivre dans une ville qui avait été rasée par un tremblement de terre. Le sol était instable. Les répliques étaient fréquentes. Et la tâche de dégager les débris pour voir ce qui, le cas échéant, pouvait être récupéré semblait insurmontable. Ma vie est devenue un processus attentif et délibéré de tri des décombres. J'ai commencé une thérapie. C'est l'une des premières choses que j'ai faites. Je savais que je ne pouvais pas surmonter ça seul. J'ai trouvé le docteur Chin, une femme dans la fin de la cinquantaine avec des yeux vifs et intelligents et une présence si apaisante qu'on aurait dit une couverture lestée. Lors de notre première séance, j'ai raconté toute la saga, du dîner du dimanche au papier déchiqueté sur mon sol. Je l'ai présenté comme un rapport financier au chronologique, factuel et émotionnellement détaché. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant longtemps, se contentant de m'observer. Puis elle s'est penchée légèrement en avant et a dit, « Michael, je veux que vous reformuliez quelque chose. Vous n'arrêtez pas d'utiliser le mot générosité pour décrire votre soutien financier à votre famille. Essayons un mot différent. Essayons un apaisement. Vous n'étiez pas généreux. Vous payez un impôt pour maintenir une paix fragile, pour acheter l'illusion d'une famille heureuse et fonctionnelle que vous vouliez désespérément être réelle. Ce seul mot, apaisement, m'a frappé comme une tonne de briques. C'était la vérité. Je ne donnais pas librement. Je payais de l'argent pour la protection de la mafia de mes propres insécurités, terrifié à l'idée que si j'arrêtais de payer, ils me quitteraient, et je serais seul. Le docteur Chin m'a donné les outils et le langage pour comprendre ce qui s'était passé. Elle m'a aidé à voir que le ressentiment de mon père n'était pas de ma faute, que sa fierté blessée était son propre fardeau à porter. Elle m'a appris la différence entre une frontière et un mur. Un mur est destiné à empêcher tout le monde d'entrer. Une frontière est une ligne claire qui enseigne aux gens comment vous vous attendez à être traités s'ils veulent être dans votre vie. Ma tâche, disait-elle, n'était pas de construire des murs, mais enfin, pour la première fois de ma vie, de tracer des frontières très claires. Ma famille a, comme prévu, immédiatement testé ces frontières. Ma mère a été la première. Ses appels téléphoniques étaient des arias de culpabilité et de manipulation émotionnelle. Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être si froid, Michael, pleurait-elle. La famille est censée pardonner. Ton père est un homme fier. Tu l'as blessé si profondément. L'ancien moi aurait cédé. L'ancien moi se serait excusé, finissant en quelque sorte par prendre le blâme. Mais le nouveau moi, armé des conseils du docteur Chin, a tenu bon. Maman, je t'aime, disais-je, ma voix calme et ferme. Mais ma décision de séparer mes finances n'est pas négociable. Ce n'est pas une punition. C'est une étape nécessaire pour mon propre bien-être. Je suis heureux de parler de tout le reste, mais ce sujet est clos. C'était comme lui parler une langue étrangère. Elle essayait à nouveau sous un angle différent, mais je répétais la même déclaration calme et inébranlable. Après quelques semaines passées à se heurter à cette même frontière douce mais inamovible, ces appels sont devenus moins fréquents, et les larmes manipulatrices ont été remplacées par un silence boudeur et blessé. Andrew m'a surpris. Environ un mois après l'incident, j'ai reçu un texto de lui. C'était court. La grammaire était terrible, mais c'était plus honnête que tout ce qu'il m'avait jamais dit. Et, Mike. Je suis désolé. J'ai été un vrai crétin. J'ai merdé. J'ai répondu, j'apprécie ça, Andrew. Merci. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une reconnaissance, un début. Olivia et son mari, Nathan, se sont retirés dans une distance polie et glaciale. Ils étaient présents sur les conversations de groupe sur les anniversaires et les fêtes, mais leur message était bref et dépourvu de toute chaleur réelle. Ils attendaient de voir qui gagnerait la guerre avant de choisir un camp.
Le changement le plus important et le plus complexe est venu de Thomas. Il a tenu sa promesse. Il a appelé le lendemain, puis le jour suivant. Nos premières conversations ont été brutalement maladroites. Nous avons parlé du temps, du sport, de tout sauf de la blessure géante et béante entre nous. Mais lentement, il a commencé à faire le travail. Il m'a toujours dit que tu voulais aider, a admis Thomas un soir, sa voix basse au téléphone. Il a dit que tu te sentais coupable de gagner tellement plus d'argent que les autres, et que tu étais heureux de contribuer. Il a fait comme si nous te rendions service en te laissant payer pour les choses. Il a laissé échapper un rire amer. J'étais un idiot. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Ça me donnait moins l'impression d'être un profiteur. Il prenait ses responsabilités. Il déconstruisait les mensonges qu'il s'était racontés. Une semaine après notre premier appel, une lettre recommandée est arrivée. Il s'agissait d'une nouvelle copie de l'accord de remboursement, signée d'une main claire et ferme par lui et Vanessa. Quelques jours plus tard, le premier versement de $500 a atterri sur mon compte bancaire avec la mention d'un début. C'étaient les $500 les plus significatifs que j'ai jamais reçus. Thanksgiving était la date désignée pour la première réunion de famille complète. L'idée m'a rempli d'une peur profonde et viscérale. Elle s'est tenue chez Thomas et Vanessa, un territoire neutre. Je suis entré, et l'atmosphère était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père était blotti près de la cheminée, parlant à mon oncle, gardant délibérément le dos tourné. Ma mère m'a donné une brève étreinte glaciale qui ressemblait à la poignée de main d'une statue. Mais au fil de la journée, j'ai remarqué de petits changements sismiques dans le paysage familial. Le repas était un buffet participatif, pas une affaire extravagante servie par un traiteur. Tout le monde avait apporté un plat. La conversation était différente. Au lieu de parler de nouvelles voitures ou de gadgets coûteux, les gens parlaient de leurs emplois, des projets scolaires de leurs enfants, d'un nouveau livre qu'ils étaient en train de lire. Andrew, qui avait été forcé de trouver un vrai emploi comme assistant gérant dans un grand magasin après la suppression de son allocation, m'a coincé près de la table des desserts. Il a passé 10 minutes à me montrer fièrement des photos de son nouveau et minuscule studio. C'est un taudis, a-t-il dit avec un sourire. Mais c'est mon taudis. Je paie mon propre loyer. J'ai vu une lueur de fierté en lui que je n'avais jamais vue auparavant. Plus tard, alors que les gens commençaient à débarrasser leurs assiettes, j'ai vu Andrew sortir discrètement son téléphone et envoyer $50 à Thomas par Venmo avec la mention « pour la dinde ». C'était une petite transaction, un moment tranquille que personne d'autre n'a vu, mais pour moi, c'était une révolution. C'était le son d'un nouveau monde en train de naître. Vanessa m'a trouvé dans la cuisine pendant que je rinçais mon assiette. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Michael », a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme, « je suis tellement désolé pour ma part dans tout ça. Il n'y a pas d'excuse. Ce que nous avons fait était mal. » « Merci, Vanessa, ai-je dit. Et je le pensais. J'apprécie que tu dises ça. Alors que j'enfilais mon manteau pour partir, me préparant à l'air froid du Michigan, la porte d'entrée s'est ouverte. C'était mon père, qui sortait sur le porche. Tout mon corps s'est tendu, se préparant à une autre confrontation, une autre série de récriminations. Mais il est resté là, les mains enfoncées dans ses poches, son souffle se dissipant dans le froid. Il fixait la rue sombre, les phares des voitures qui passaient. Il ne m'a pas regardé. « Cette présentation que tu as faite, » a-t-il dit, sa voix basse et rauque, les mots semblant lui faire physiquement mal en sortant, celle à la télé avec les graphiques et les tableaux. Il s'est arrêté. C'était très professionnel, très intelligent. Ta mère et moi, nous n'aurions jamais pensé à tout présenter comme ça. C'était le plus éloigné des excuses, mais c'était aussi le plus proche qu'il soit capable d'atteindre. C'était une concession. C'était une reconnaissance. C'était, à sa manière étrange et détournée, un signe de respect pour les compétences et le succès qu'il avait si longtemps méprisé. Je suis bon avec les chiffres, papa, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête brièvement et sèchement, sans toujours me regarder. Ouais, a-t-il dit. Tu le es. Il s'est raclé la gorge. Conduis prudemment, Michael. Il s'est alors retourné et est rentré à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière lui, me laissant seul dans le froid. Je suis resté là pendant un long moment, regardant mon souffle se troubler dans l'air. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la chaleur. Ce n'était pas la fin heureuse d'un film. C'était juste une trêve,
une trêve fragile et tacite dans une guerre longue et douloureuse. Et pour l'instant, debout sur le sol gelé d'une nouvelle réalité incertaine, c'était suffisant. Le printemps suivant, j'ai encaissé une montagne de miles aériens et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'une décennie. J'ai planifié des vacances entièrement pour moi. Pas de texto de groupe pour coordonner les horaires. Pas de tableur partagé pour suivre les coups. Pas de compromis sur l'endroit où manger ou ce qu'il faut voir. Juste moi, un sac à dos bien usé et un billet aller simple pour l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de la distance physique, des 10 000 miles d'océan et de terre, pour sentir que je pouvais enfin respirer. J'avais besoin de me tenir sur un morceau de terre si ancien et si immense qu'il remettrait mes propres drames humains dans leur juste perspective. Pendant 2 semaines, je suis devenu un nomade. J'ai marché à travers des fjords qui semblaient avoir été sculptés par des géants, leurs falaises abruptes plongeant dans une eau sombre et immobile. J'ai traversé des plaines volcaniques, le sol fumant autour de mes bottes, un rappel des forces puissantes et chaotiques qui mijotent juste sous la surface de tout. J'ai gravi des montagnes si escarpées qu'elles laissaient mes poumons brûler et mes jambes comme de la gelée. Et je me tenais au sommet, complètement épuisé, regardant un monde d'une beauté impossible, des lacs turquoises, des sommets enneigés et des vallées vertes à perte de vue. Et je ressentais un sentiment de paix si profond qu'il en était presque accablant. Dans ce silence profond, entouré par la puissance brute et indomptée de la nature, le bruit dans ma propre tête s'est enfin calmé. Les ressentiments, les reprises de vieilles disputes, les blessures persistantes, tout semblait se dissoudre. Ça n'a pas disparu, mais son pouvoir sur moi a diminué à chaque mile que je marchais. J'ai réalisé quelque chose de critique lors de ce voyage. Pendant toute ma vie d'adulte, être seul m'avait donné l'impression d'être un échec. J'avais l'impression d'être seul. Mais debout sur un sommet venteux avec rien d'autre que le bruit du vent et le battement de mon propre cœur pour compagnie, c'était différent. J'avais l'impression d'être libre, j'avais l'impression d'être seul. C'était la joie tranquille et solide d'être complètement et sans réserve responsable de ma propre existence. Je n'étais pas un fils ou un frère ou un analyste financier ou un guichet automatique ambulant. J'étais juste Michael. Et pour la première fois, j'ai compris que c'était suffisant. Un après-midi, après une randonnée épuisante de 6 heures, j'ai atteint un petit refuge de montagne perché sur une crête. J'ai laissé tomber mon sac, mes épaules hurlant de soulagement, et je me suis assis sur la terrasse en bois, regardant le soleil commencer à descendre vers l'horizon, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode avion pendant la majeure partie du voyage, a vibré dans ma poche. Un message texte avait réussi à se frayer un chemin à travers le signal de montagne clairsemé. Pendant un moment, j'ai été tenté de l'ignorer, de protéger ma tranquillité durement gagnée de l'intrusion du monde extérieur. Mais une lueur de curiosité m'a poussé à le sortir. Le message était de Thomas. Il n'y avait pas de mots. C'était juste une photo. Elle a été prise un après-midi ensoleillé dans la cour de mes parents dans le Michigan. Ce n'était pas une photo posée. C'était un cliché de la vie sur le vif. Toute ma famille était là, éparpillée sur la pelouse. Il faisait du jardinage. Mon père, le fier patriarche, était à 4 pattes dans la terre, une truelle à la main, montrant patiemment à ma nièce de 6 ans comment placer un petit plant de tomates dans le sol. Ma mère tenait un arrosoir, un sourire authentique et spontané sur son visage. Andrew se débattait de façon comique avec une brouette lourde remplie de paillis. Thomas et Vanessa travaillaient ensemble à la construction d'un nouveau jardin surélevé. Leurs vêtements étaient tachés de terre. Leurs visages étaient maculés. Ils avaient l'air fatigués et normaux. Et, pour la première fois depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, vraiment heureux. Ils n'acquéraient rien. Ils ne consommaient rien. Ils construisaient quelque chose ensemble. J'ai regardé la photo pendant un long moment, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en moi. Il n'y avait pas de vêtements de villégiature, pas de yacht de luxe, pas de prétention, juste le soleil, la terre, le travail et la famille. Une famille différente de celle que j'avais tant essayé d'acheter et de préserver. Une famille plus désordonnée, plus pauvre, plus authentique. Un sourire lent et sincère s'est répandu sur mon visage. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. J'ai remis le téléphone dans ma poche, j'ai pris une profonde inspiration de l'air pur et froid de la montagne et j'ai tourné mon visage vers le coucher du soleil. La route à venir pour les Wilson était encore longue et incertaine. La confiance, une fois brisée, n'est pas facile à recoller. Mais cette photo était un signe.
C'était la preuve qu'il commençait à faire le dur labeur, pas le travail de remboursement d'une dette financière, mais le travail beaucoup plus difficile de reconstruire une vie basée sur quelque chose de réel. Et moi aussi. Je savais, assis là sur mon propre sommet personnel à 10 000 miles de chez moi, que je pouvais choisir quand et comment redescendre dans leur monde. Je n'étais plus prisonnier de leurs attentes ni de ma propre peur profonde de l'abandon. J'étais le maître de mon propre destin, le cartographe de ma propre carte. J'étais libre, et je pouvais choisir ma voie à suivre, un pas délibéré, sûr de moi et paisible à la fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre et qu'elle vous a peut-être même donné un peu de force si vous faites face à vos propres batailles. C'est une chose étrange. La famille peut être la source de notre plus grande joie et de notre plus profonde douleur. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre propre respect de soi? C'est une situation difficile. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ça aide vraiment. Prenez soin de vous.